Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la Cour suprême en Guinée-Bissau ordonne le recomptage des voix du scrutin présidentiel du 29 décembre 2019. Satisfaction dans le camp de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira qui avait été donné perdant à cette élection. Les médias appelés à respecter les règles d'éthique pour la couverture des élections locales au Cameroun. Le gouvernement camerounais accompagné par la communauté économique des États d'Afrique centrale et les Nations unies dans la préparation du scrutin. Et le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence, Amadou Diagne, à la rencontre des chefs d'État africains. Il a été reçu samedi par le président congolais Félix Tshisekedi dans le cadre de la préparation de l'édition 2020 de l'événement. Mais tout d'abord, le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, vient de désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit d'Evariste Ndayishimiye, le général membre de la formation politique depuis 1995 et qui a occupé de hautes fonctions, dont ministre de l'Intérieur, a été choisi lors du congrès extraordinaire du parti qui avait lieu ce dimanche à Gitega. Comme il l'avait annoncé, le président actuel, Pierre Nkurunziza, ne briguera pas de nouveau mandat. En Guinée-Bissau, c'est un véritable retournement de situation qui est en train de se produire. La Cour suprême vient en effet d'ordonner le recomptage des voix du second tour de la présidentielle. Véritable satisfaction dans le camp de Domingos Simoes Pereira, donné perdant par les premiers résultats. Mais aussi un revers pour la CEDEAO qui avait appelé à une prestation de serment rapide d'Umaro Sissoko Embalo, donné vainqueur. Reportage de nos envoyés spéciaux Babilas Boton, Richard Togbe et Paul de Singway. C'est une décision qui redonne espoir à l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, perdant de la présidentielle du 29 décembre 2019 avec 46,45% des suffrages. Dans son arrêt rendu ce 24 janvier, la Cour suprême bissau-guinéenne a ordonné à la commission électorale de procéder immédiatement au recomptage des voix. Une ordonnance fondée sur l'article 95 de la loi électorale qui remet en cause la victoire d'Umaro Sissoko Embalo du mouvement MADEM, précédemment proclamé vainqueur de la présidentielle avec 53,55% des voix. Pour le camp de Domingos Simoes Pereira, c'est la victoire du droit sur l'arbitraire et la fraude électorale. Tout ce que nous avons demandé, c'est qu'on puisse clarifier les choses. Et clarifier les choses, cela veut dire connaître la vérité électorale. Et dès lors que la Cour suprême nous a donné cette décision, qui demande à la Commission nationale d'élection de reprendre le processus et de refaire le recomptage des voix, je pense qu'on ne peut pas ne pas être content parce que finalement c'est la victoire de la démocratie, la victoire de la loi et la victoire de l'état de droit démocratique. Si l'ordonnance de la Cour suprême, signée du juge conseiller Osiris Ferreira, remet en cause les résultats proclamés par la commission électorale et rebat désormais les cartes, il constitue également une réplique cinglante à la CEDEAO. L'organisation sous-régionale disait en effet dans un communiqué souhaiter que le vainqueur, Umaro Sissoko Embalo, puisse rapidement procéder à la prestation de serment. Pour les organisations de la société civile, la décision de la juridiction suprême replace au centre du processus électoral les institutions du pays et réaffirme la souveraineté de la Guinée-Bissau. La matière électorale, c'est une matière de la souveraineté des États. Et la CEDEAO a un protocole sur la gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance. Et nous jugeons que la CEDEAO, en reconnaissant un candidat comme vainqueur, alors qu'il y a un procès judiciaire, ils violent eux-mêmes les instruments de la CEDEAO sur la matière. Parce que si la CEDEAO proclame la démocratie et l'état de droit, donc nous, ce que nous cherchons, c'est justement ça, une vérité électorale.
Pour l'heure, la commission électorale présidée par José Pedro Sambou considère que sa réponse à l'ordonnance des juges suprêmes ne sera qu'une simple formalité et d'y attendre de tenir dès ce lundi 28 janvier une rencontre ad hoc avec les avocats de son institution pour analyser et tirer les conclusions de la décision de la Cour suprême. Les préparatifs pour les élections locales se poursuivent au Cameroun. Le bon déroulement du scrutin qui passera notamment par une couverture médiatique équilibrée. C'est dans ce sens que les médias locaux ont été sensibilisés à respecter les règles d'éthique et à éviter la diffusion des discours de haine. Nelly Claude Bessa. En prélude aux élections municipales et législatives qui se tiendront au Cameroun le 9 février 2020, les institutions telles que la CESC et l'ONU se mobilisent autour du gouvernement camerounais pour accompagner le déroulement de ce double scrutin. Les deux institutions demandent au gouvernement et aux médias locaux d'assurer une couverture médiatique de ce scrutin en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Il s'agit pour les médias d'éviter les discours de haine et de promouvoir la paix et la stabilité au Cameroun. Les journalistes, pendant cette période, doivent faire preuve d'une extrême responsabilité. Ils doivent se limiter à relayer les faits, à faire parler les acteurs, à ne pas ouvrir surtout leur colonne à tous les acteurs, tous les partis politiques qui viendraient à enfreindre les dispositions du code électoral ou du code pénal. Le gouvernement, pour sa part, a tenu un atelier de formation, de renforcement des capacités et de sensibilisation des médias sur la prévention des conflits et la lutte contre les discours de haine en période électorale. La formation menée par Elections Cameroun s'est étendue sur le cadre juridique régissant la couverture médiatique de ce double scrutin, ainsi que la régulation et le rôle des médias en période électorale. La gestion de l'information en période électorale est une activité complexe, délicate et surtout sensible. Les hommes de médias qui ont la lourde mais exaltante charge d'informer le public doivent faire preuve de compétence, mais aussi et surtout d'un sens élevé de responsabilité et de professionnalisme. Au moment où les autorités recommandent aux électeurs de se préparer à accomplir leurs devoirs citoyens le 9 février 2020, elles exhortent par ailleurs les médias à apporter au processus électoral une couverture médiatique optimale, neutre, équilibrée et équitable du rendu journalistique dans un esprit de paix et de sérénité. La 13e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence, FOGECA, se prépare avec comme thème principal cette année le secteur du transport aérien. Pour s'assurer de la réussite de l'événement, le président du FOGECA, Amadou Diagne, sillonne le continent à la rencontre de ses chefs d'État. Il était reçu samedi 25 janvier par le président congolais Félix Tshisekedi. Reportage de Jacques Boka, commenté par Nelly Claude Bessa. Dakar accueille le 1er février 2020 la 13e édition du Forum de l'intégration économique africaine. Cette rencontre est organisée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence. Plusieurs chefs d'État africains et experts du secteur de l'économie prendront part à ces rendez-vous. Une invitation a été remise ce samedi 25 janvier 2020 par le président du FOGECA à Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. À Kinshasa, j'étais venu voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Il est important, à la veille d'un forum aussi important que celui de Dakar, que nous puissions venir échanger avec le chef de l'État, lui parler de nos orientations et ensuite lui porter le message d'invitation. Dans une Afrique où la problématique du transport aérien en particulier se pose avec acuité, la 13e édition du forum se basera sur la question en vue de penser comment les Africains peuvent trouver solution à ces problèmes. Nous allons parler de la problématique du transport aérien en Afrique. Depuis Air Afrique, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, même si d'autres compagnies comme Askai se battent nuit et jour pour la résolution des problèmes du transport en Afrique. Nous allons parler du numérique. Nous allons également parler de la question des investissements dans les logements. Promouvoir l'économie africaine, c'est le principal objectif visé par FOGECA qui soutient les investisseurs africains à investir en Afrique dans une étroite collaboration. Le but est d'accompagner le continent vers le développement selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et sachez que la 13e édition du FOGECA sera à suivre en direct sur Africa 24 le 1er février prochain.
Et on reste en République démocratique du Congo avec le président Félix Tshisekedi qui totalise une année à la tête du pays. Dès l'entame de son quinquennat, le nouveau chef de l'État s'est engagé dans la voie de la réconciliation nationale, mais il a également dû composer avec le parti de son prédécesseur. Alors Félix Tshisekedi, un an, quel bilan? Élément de réponse avec notre correspondant Jacques Amboka. Jeudi 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi est investi président de la République. La République démocratique du Congo est sous émotion d'assister pour la première fois à l'alternance pacifique au sommet de l'État. Élu président de la République sans la majorité au Parlement, le 5e chef de l'État de la République démocratique du Congo devait ainsi composer avec son prédécesseur à la tête du Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. Il n'y a pas un président aujourd'hui qui peut venir au pouvoir sans majorité parlementaire et diriger ce pays sans une coalition, une cohabitation. Pour que les gens de la Mouka laissent de se tromper, que les gens de FCC laissent de se tromper, que Cash laissent de se tromper. Nous voulons l'avancement de ces pays. Le chef de l'État a posé sa marque avec certains actes concrets. La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, la réhabilitation des routes et écoles, pour ne citer que cela. La gratuité de l'enseignement est le programme phare de sa première année à la tête du pays. Hier, c'était un rêve de tous les citoyens congolais. Aujourd'hui, les rêves s'est réalisé. Les enfants étudient gratuitement. L'enseignement de base est gratuit sur toute l'étendue de la République. Notre budget nageait toujours en dessous de 5 milliards. Aujourd'hui, avec Fatou au pouvoir, les budgets, aujourd'hui, nous comptons 11 milliards. Notons que l'an 1 de l'alternance est commémoré sous un fond d'une polémique sur une éventuelle dissolution du Parlement évoquée par le chef de l'État. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, dissoudre le Parlement dans le contexte actuel serait une haute trahison. Des propos croisés qui ne sont pas de nature à consolider cette coalition selon les observateurs. Depuis 3 ans, le port de Douala au Cameroun a engagé de nombreux projets de modernisation. Une modernisation qui nécessite notamment la construction d'un nouveau poste pétrolier, mais également une sécurisation physique du périmètre portuaire. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Rendre le port de Douala Bonabéré compétitif, c'est là l'ambition des autorités portuaires de la ville de Douala. Les vastes projets de modernisation de cet espace portuaire entamé il y a 3 ans passent par la construction de ces ducs d'albes pétroliers détruits en 2001 à la suite des accidents de choc de navires. Ce nouveau poste pétrolier permettra d'éliminer les risques d'incendie. L'ambition, il est de plusieurs niveaux. C'est déjà de rendre le port autonome de Douala, la place portuaire de Douala, compétitive, attractive, à partir d'une gestion et à partir de la construction de nombreuses infrastructures pour pouvoir assurer un accueil navire adéquat. Toujours dans la dynamique de sa modernisation, le port de Douala a procédé à la construction des zones d'accès, à la sécurisation et à l'organisation des épaves de navires, sans oublier la sécurisation physique du périmètre portuaire. Alors, depuis effectivement plus de 3 ans aujourd'hui, la haute hiérarchie a mis sur pied un plan de modernisation du port autonome de Douala par la construction de différentes infrastructures. Nous avons aussi les projets d'infrastructures routières, notamment la route de Transimex Mira que nous venons de réceptionner. Nous avons eu également la route qui part du chantier naval jusqu'à Dangote avec une bretelle vers la Soka-Purcell. Nous avons un méga projet qui est celui de la sécurisation physique du domaine portuaire. Ça part de la rive droite et ça arrive au niveau de la rive gauche jusqu'à la zone aval du port. Dans le court et moyen terme, le port de Douala ne compte pas s'arrêter en chemin. L'autorité portuaire entend construire dans les prochains mois 10 000 m² de parking de camions. Aussi, la rive droite du port connaîtra sa mue avec un prolongement de 1000 mètres linéaires de quai pour l'installation d'un terminal mixte.
Au Bénin, une initiative du comédien Alfred Fado Nugbo entend permettre la réinsertion sociale des personnes en détresse. Ce projet Carit Art vient ainsi combler l'absence de mécanismes favorisant la prise en charge des publics sensibles et particulièrement des mineurs en conflit avec la loi. L'approche de Carit Art se veut psychosociale. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Garantir l'épanouissement, le réarmement moral et la réinsertion sociale des publics sensibles présents dans les hôpitaux, les centres sociaux d'accueil et les prisons civiles et maisons d'arrêt du Bénin sont les objectifs visés par le programme intitulé Carit Art. À l'origine de cette initiative, les associations Igbala du comédien et médiateur culturel Alfred Fado Nugbo, alias Freddy LC2, et les super acrobates de Cotonou qui se disent préoccupés par l'accès à l'art des publics sensibles. Elles ont décidé de contribuer à leur stabilité psychosociale et leur réinsertion sociale. J'anime un atelier depuis 2018 au centre psychiatrique Diaco. Je connais l'importance de la tête. Quand on a perdu la tête, plus rien n'a de la valeur. Nous devons veiller à ce que nous gardions notre tête. Et c'est ça, surtout, ce que fait le projet Carit Art. Le projet a été mis en place le 18 juillet 2019. Alfred Fado Nugbo et son équipe ont formé et déployé au total 21 intervenants artistiques dans les centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, CSEA, et les prisons civiles et maisons d'arrêt du pays. Le fait de ressortir le talent caché des enfants est un impact positif que je retrouve dans ce projet. Et puis, ça nous facilite autrement la prise en charge parce que nous allons plus facilement en contact avec ces enfants-là. Carit Art est composé de 5 activités phares, notamment des animations d'ateliers, des offres de spectacles, des projections de films thématiques, mais aussi l'organisation de colloques internationaux et la mise en place d'une plateforme d'information sur les conditions de détention au Bénin. Au total, 7000 publics sensibles sont impactés à travers l'initiative Carit Art. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.